sont des puissances de 2 pour la plupart du temps. Et aussi, il faut choisir aussi le learning rate pour au moins savoir où ça va commencer et prendre une mesure aussi très petite, avec des décimales assez avancées, pour au moins choisir un learning rate, de sorte que en fait, l'apprentissage ne va pas être gâché. Et aussi, dans le cadre des hyperparamètres aussi, il y a la possibilité de faire du spectre, parce qu'en fait, les audios sont souvent sortis en spectre, en fait. Donc, il y avait quelque chose qui a été en fait mentionné en haut là. Donc, les audios sont souvent en fait sortis en termes de spectre. Donc, dans le cadre des augmentations, donc on va agir sur le spectre de l'audio, que ça soit on diminue le spectre ou bien on augmente le spectre, ou bien qu'on diminue, qu'on y ajoute du bruit, ou bien qu'on enlève, ou bien qu'on augmente la vitesse de l'audio, ou bien qu'on la diminue. Donc, peut-être, donc j'ai eu à évoquer en fait l'aspect de l'insuffisance des données, ou bien des langues à faible ressource. Par exemple, dans le cadre des langues à faible ressource, pour le cas des modèles de reconnaissance vocale, par exemple, si on a 5 heures, par exemple, 5 heures de données, et que ces 5 heures-là, on se rend compte que ces 5 heures-là ne sont pas suffisantes, et qu'on va entraîner un modèle de reconnaissance vocale, et qu'on n'a pas d'autres données, on peut passer à de la data augmentation, ou bien à l'augmentation de données. Donc, ça va passer par, en fait, des techniques de noise injection, où on va injecter du bruit, ou bien rétracter du bruit dans les audios. Si on procède, par exemple, sur un dataset de 5 heures de temps à du noise injection, et après, on regroupe, en fait, ces audios-là, le dataset qui a été augmenté et le dataset initial, on va avoir, par exemple, 10 heures, parce qu'il y aura 5 heures qui sont normales et 5 heures qui résultent en fait de la data augmentation. Et aussi, on peut procéder au time stretching, ou bien pitch shifting. Ça va modifier la vitesse ou bien la hauteur de la voix. Et aussi, il y a la génération d'audio synthétique avec les modèles de synthèse vocale, les modèles de test existants. Par exemple, si on devait faire de la génération d'audio, on pourrait utiliser le modèle ADIA. Si peut-être certains parmi vous connaissent le modèle ADIA pour faire de la génération d'audio ici, et afin de faire de la data augmentation. Dans le cadre des modèles de traduction, il faut faire ici, par exemple, procéder à du embedded translation. Là, ça part en fait d'un texte, par exemple, on veut un dataset, un corpus parallèle du Wolof français. Et on n'a pas, en fait, on n'a pas beaucoup de données en Wolof. Mais bon, avec le français, on peut utiliser un modèle de traduction du français vers le Wolof. Donc, on peut faire, en fait, concevoir plusieurs prompts, ou bien plusieurs lignes de texte en français, et après faire de la traduction vers le Wolof et utiliser ça et l'ajouter au dataset initial. Donc, ça va faire qu'en fait, le dataset qu'on avait, par exemple, si c'était un dataset de 50 lignes, en exemple, on aura un dataset, par exemple, on aura un dataset selon en fait le nombre de lignes qu'on a traduit du français vers le Wolof. Donc, ça va toujours être dans le cadre de l'augmentation en fait du dataset de traduction. Et aussi, on peut aussi faire de la noise perturbation. Ici, il faudra en fait ajouter des fautes d'orthographe et ou bien procéder à des réaménagements légers des phrases. Aussi, y faire un remplacement via des synonymes. Ici, par exemple, dans le cadre de certaines phrases, on peut prendre le même dataset, procéder à des remplacements, à utiliser des synonymes pour pouvoir augmenter, en fait, enrichir le dataset de façon générale. Donc, par exemple, pour le cadre des modèles les plus recommandés, il y a souvent, dans le cadre des modèles ASR, il y a le modèle Web2Vec il y a le modèle Web2Vec là en fait, qui cross-lingual ici. Donc, qui permet en fait d'avoir des aspects multilingues, et aussi le fine-tuning est très facile. Et facilement, dans le cadre, si c'est bien optimisé, on peut avoir facilement 25 ou bien 35% de word error rate, voire même moins. Pour l'autre modèle, c'est l'un des modèles aussi les plus répandus, le modèle Whisper de OpenAI. On connaît tous OpenAI avec ChatGPT et autres là, qui est très robuste au bruit, avec la possibilité du zero shot, mais aussi avec des modèles avec un word error rate avoisinant 30-40. Moi, j'ai eu à travailler sur un modèle avec Whisper, avec un word error rate
qui était de 25 ou bien 24 et avec un character error rate d'environ 16. Donc, et j'avais que 5 heures de données. J'avais que 5 heures de données, mais j'ai pu, en fait, après avoir fait en fait de la data augmentation, avoir 10 heures de données par la suite. Donc, j'ai fait de la data augmentation sur tout le dataset pour au moins avoir un dataset beaucoup plus large. Et aussi, il y a le modèle MMS de Meta qui englobe plusieurs langues, presque plus de 1010 langues, 1100 langues, incluant des langues en Afrique avec un word rate de 28 à 38%. Donc, c'est des modèles qu'on utilise assez souvent, qui sont les plus répandus. Aussi, il y a pour le cas des modèles de traduction, il y a le NLB 200 qui inclut le Wolof, donc qui sont pré-entraînés avec le Wolof et qui sont prêts à l'utilisation avec le bleu ici, par exemple, de 22 à 28. Dans ce cas de figure, par exemple, le bleu, c'est une métrique dans le cadre des modèles de traduction. Les métriques pour le bleu, c'est très rare qu'on voit en fait pour le bleu des métriques dépassant les 50%. Environ, c'est les 20 à 35%, voire 40%. Et ça, c'est les modèles les plus robustes avec la métrique du bleu. Il y a aussi les modèles du MBAT 500 avec très facile en termes de fine-tuning, avec une architecture très robuste, avec un bleu qui avoisine les 26%. Et aussi les modèles M2, M100 qui n'utilisent pas en fait de pivot anglais, parce que des fois on peut utiliser une langue pivot pour pouvoir faire de la traduction. Après, ce modèle M2, M100 là est un modèle multilingue, donc on peut l'utiliser après faire de la traduction, genre vice-versa, par exemple du Wolof vers le français, du français vers le Wolof. Donc avec un bleu entre 18 et 24%. Donc ici, je vais juste vous montrer en fait un procédé de démarrage rapide avec un modèle ASR. Par exemple, ici, on est obligé, on peut faire le chargement des données, soit et aussi le chargement des packages de dataset. Par exemple, ici, on utilise le Web2Vec. Donc, c'est des modèles pré-entraînés ici qui sont utilisés. Et un dataset Common Voice qui comprend aussi le Wolof. Donc, par exemple, on peut utiliser ce dataset-là avec ce modèle-là pour faire au moins de l'inférence. Et après, dans le cadre d'un fine-tuning, la configuration va être beaucoup plus, va être un peu différente parce que ce sera pas, par exemple, les mêmes données ni en fait les mêmes paramètres qui seront utilisés ici. Donc, pour un démarrage très rapide des modèles de traduction, ici, par exemple, on utilisera par exemple le NLB 200 qui est distillé avec 600 millions de paramètres, avec une langue en spécifiant en fait la langue source comme le Wolof et la langue cible comme le français. Donc, ça permet en fait, quand on a un input en français, Nangadef Magnifi, de faire en fait de la traduction et ça sort comme output, comment vas-tu, je suis ici. Donc, c'est des modèles qui sont utilisés, qui sont open source, avec une performance, un bleu score entre 22 et 28% sur les textes généraux. Donc, il y a toujours une possibilité d'améliorer en fait ces modèles-là. Et c'est là où le plus souvent le fine-tuning intervient, parce que si on a un modèle qui est pré-entraîné, donc il y a presque certaines prédispositions à cette langue cible qu'on veut entraîner ça, entre soit entre la langue d'entrée source et la langue cible. Donc, on peut toujours améliorer ces modèles-là, que ce soit des modèles ASR ou bien des modèles de traduction. Donc, pour les données ici, le plus souvent, ce que les gens font, c'est après les avoir traités, il faut les stocker quelque part. Peut-être les stockages les plus répandus sont Hugging Face. Et après, depuis Hugging Face, on peut faire appel à ces données-là. À défaut, on peut faire un stockage local, mais bon, ça va nécessiter des fois beaucoup plus de capacité de calcul de la part de machine parce que ça va consommer beaucoup. Et on peut appeler soit depuis en fait Hugging Face ou bien depuis le local, depuis la machine locale pour faire un fine-tuning ou bien un entraînement de données et après par la suite faire le déploiement par rapport à ça. Mon collègue va après venir sur les notebooks et pour l'aspect pratique. Donc, en fait, ça, peut-être on est un peu à la fin de cette session-là. Donc, ça, c'est un checklist de fine-tuning. Il faut au moins avoir, avant de commencer, avoir un dataset qui est nettoyé et validé, avoir un compte Hugging Face qui est créé si on va récupérer les données de Hugging Face.
depuis Hugging Face. Si on les utilise depuis le local, donc il n'y a pas besoin en fait de mettre ça sur d'utiliser en fait Hugging Face ici. Donc après par la suite, il faut parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'utilisation de l'IA nécessite beaucoup de ressources de calcul. Donc dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire, au moins avoir en fait un GPU ou bien un GPU au minimum un T4 qui va permettre en fait d'accélérer de calcul, les procédés de calcul. Donc, avoir un GPU pour pouvoir faire les procédés de calcul. Moi, j'ai eu à travailler, par exemple, sur le Whisper quand je l'entraînais. J'étais obligé d'utiliser deux T4, deux GPU T4 et je l'entraînais sur le Google Cloud Platform. Mais c'est sur presque en recette de 10 heures, l'entraînement ne durait pas plus d'1h30. Mais si on n'a pas de GPU, l'entraînement peut durer 5 heures, 6 heures. Parce que le GPU, en fait, l'utilisation des GPU accélère l'entraînement. Et procéder aussi avec au split en fait, du train test et dev. Donc pour les ressources utiles ici, il faut voir en fait la documentation le plus souvent parce que les modèles qu'on va utiliser sont souvent documentés. Si c'est des modèles, par exemple, les modèles open source sont souvent documentés sur Hugging Face ou bien dans la plateforme dans laquelle ils sont stockés. Voir les cours, voir les forums et aussi au niveau du Git. Le plus souvent, il y a toutes ces informations-là et ces références pour l'utilisation de ces modèles-là. Donc, pour les sources de données disponibles, parce que les gens sont en train de travailler pour pouvoir concevoir en fait des datasets en langue locale, au Sénégal ou bien pas en Afrique, en langue locale, pour au moins pouvoir doter les chercheurs ou bien ceux qui sont intéressés par l'IA en fait de matériel pour pouvoir travailler, parce que sinon, sans données, on ne peut pas travailler. Pour quelqu'un dans l'IA, à moins d'utiliser en fait des données générées, mais les données générées ne reflètent pas toujours en fait la réalité. Donc, on est à chaque fois obligé d'avoir des données qui sont des données réelles, des données de terrain pour pouvoir faire ça. Donc, il y a plusieurs types de datasets. Les datasets les plus répandus ici, il y a le dataset Bilal Faye avec Galsen AI, il y a Al-Wali avec 72 000 lignes. Et il y a aussi Galsen AI Flores, il y a Dofbi, il y a Sid Faye et il y a Omar 119, pour ne citer que cela, dans le cadre des corpus parallèles. Pour les corpus audio, pour faire de l'ICR, il y a Wolof TTS avec presque 4 gigas, bon, c'est de longue taille. Il y a aussi le Kalama, normalement beaucoup parmi vous ont entendu parler de Kalama, qui est parle non seulement du Wolof, mais aussi du Sérère et du Joola, et qui a été développé par Jokalante, là où mon collègue est actuellement. Il y a aussi le dataset Alpha qui est très répandu. Il y a Fleur, il y a Wakal, il y a UrbanBus. Donc, pour ne citer que ces datasets-là qui sont disponibles et qui sont open source. Donc, quelqu'un qui est intéressé par l'IA, si cette personne-là n'a pas énormément de données, n'a pas de données, et peut utiliser ces datasets-là pour au moins travailler, comprendre comment en fait les procédés sont faits et comment en fait les modèles sont entraînés dans les cas de figure là. Donc j'ai beaucoup parlé certainement et donc c'est ce qui met fin à la présentation sur l'aspect théorique. Donc vous avez la parole pour d'éventuelles questions et Voilà, merci beaucoup, Monsieur El Mamoudé. Je pense que la présentation a été vraiment claire et aussi voilà, synchrone. Voilà, on a bien aimé en tout cas. Ouais, merci encore pour tout. Peut-être je vais essayer avant de donner la parole à Monsieur Diallo. Bon, il y a des gens qui veulent poser des questions, qui veulent intervenir, ils veulent intervenir. Oui, tout à fait. Vous pouvez poser vos Bon, questions. Seyid, peut-être tu peux activer ton micro. Bonsoir à tous. J'espère que vous me savez. oui. Bon, merci, monsieur Mohamed, pour la présentation. Vous avez vraiment éclairci les choses. Il y a pas mal de notions qu'on ne connaissait pas, concernant sur l'entraînement des modèles, comme la reconnaissance vocale ou bien la traduction automatique. Mais bon, j'avais une question par rapport à la page. J'ai oublié le numéro de la page, mais par contre, c'était sur le pipeline d'entraînement ASR, M.
Vous parlez de l'évaluation de la durée. Je voulais savoir comment la machine parvient à différencier, par exemple, comme grâce et grâce. Mais c'est ce côté-là où tu parles. D'accord. Je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Oui. Tu m'entends, j'espère. Oui, je sais. D'accord. En fait, ça, c'est par rapport, en fait, à la métrique du caractère error rate, par exemple. La métrique du caractère error rate, qui peut faire, en fait, cette différenciation-là entre grâce et grâce. Parce que ça se base sur, en fait, les substitutions qui sont faites, les substitutions de lettres, les insertions de lettres qui sont faites aussi, hein, et les suppressions qui sont faites. Et la base de calcul, par exemple, va être le nombre en fait de lettres qui sont dans la référence. On parle de référence, c'est l'hypothèse de départ. Par exemple, grâce avec G, R, C, Bon, désolé. Ablaïba, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, c'est bon, merci. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, grâce, c'est G, R, A, C, E. C'est ce qu'on avait au début comme référence. Et après, il y a la prédiction qui est grâce avec 2 SE et qui a été prédit. Donc, et là, on est en train de... Parce que la machine voit ce qui a été enlevé en termes de lettres, ce qui a été ajouté en termes de lettres et ce qui a été supprimé. Donc là, après, ça fait en fait le compte, les chiffres, les lettres qui ont été enlevées, les lettres qui ont été ajoutées, les lettres qui ont été supprimées, sur le total en fait de nombre de lettres initiales. Parce que grâce avec CE, le nombre de lettres c'est 5. Alors que grâce avec 2SE, le nombre de lettres c'est 6. Donc, il y a des suppressions, il y a des suppressions qui ont été faites. La suppression qui a été faite, par exemple, pour grâce CE, pour grâce avec 2S, c'est le CE, c'est le CSD qui a, non, c'est le C qui a été enlevé. Je ne sais pas si tu me comprends ou non. Il y a le C qui a été enlevé et on a procédé à une insertion de 2S. On a procédé à une insertion de 2S. S'il y a une suppression qui a été procédée, aussi, ça va être intégré dans le cadre du calcul. Donc, la base de calcul de ce word error rate là va juste se baser sur, en fait, les insertions, les substitutions et les suppressions. Et tout ça va être ajouté, additionné, et on va diviser par le nombre de lettres initiales. Et ça va, en fait, donner, en fait, le taux d'erreur, par exemple, sur le caractère error rate d'un mot. Donc, c'est ce qui va servir de base de calcul. Donc, le calcul va être fait sur la base du mot et du mot initial et du mot qui a été prédit à la place de ce mot-là. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci pour les éclaircissements. Donc, Mme Diarassi, bon, je pense que voilà, tu es légitime encore pour prendre la parole. Mme Diarassi. Mme Diaré, tu es là ou bien? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations pour ceux qui sont dans le mythe? Questions, suggestions ou bien? Alors, Ibrahim Anda, oui. Ok, Ibrahim.
Merci beaucoup, Baoulé, donc, pour m'avoir donné la parole. Je vais commencer donc mes propos par remercier Herman Ndjei, que je ne connais pas, et je le félicite aussi donc pour sa présentation qui a été très claire en tout cas, et très exhaustive en termes d'informations et de connaissances. J'en profite aussi donc pour remercier Boubacar Diallo, que je connais très bien, et voilà, il nous a permis donc de pouvoir faciliter donc cette présentation. Je pense que tu vas nous proposer quelque chose de génial en tout cas. Voilà, bon, j'ai beaucoup de questions. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de questions parce que je suis passionné par le domaine. Voilà, même si je travaille donc sur le NLP, je ne travaille pas spécifiquement sur les questions de traduction ou bien d'ACR. Voilà, donc j'étais très curieux aujourd'hui afin de pouvoir avoir plus de connaissances sur comment on entraîne donc les modèles de ACR, voilà, comment on traite les données audio et comment aussi donc on peut entraîner un modèle pour la traduction de langue, particulièrement dans notre contexte de langue locale à faible ressource, où il n'y a pas suffisamment de données à noter. Voilà, donc peut-être tu vas prendre note parce qu'il y a beaucoup de questions. si vous le permettez, en tout cas, j'ai beaucoup de questions, j'ai vu beaucoup de choses. Je pense que la première question, je voulais réellement savoir la différence entre certains termes. Voilà, vous parlez de chatbots, vous parlez de boucle vocale, vous parlez de synthèse vocale. Voilà, réellement, je voulais savoir quelle est la différence entre ces éléments-là. Quelle est la différence entre un chatbot, un bout vocal, un modèle de synthèse vocale? Quelle est la différence? Et est-ce qu'ils ont un lien avec les modèles tels que ChatGPT? Voilà. D'accord. Dans un premier temps, savoir la différence entre ces éléments-là. Et aussi une comparaison avec les modèles tels que ChatGPT que la majeure partie connaissent très bien. Voilà. Et si possible aussi, s'il y a une différence, si possible de nous donner des exemples de ce type de modèles pour qu'on puisse avoir donc plus de clarté sur la compréhension du fonctionnement de ce type de modèle-là. Ça, c'était la première question. La deuxième, bon, là, c'est une de mes passions. Ça n'a pas de lien direct avec la traduction. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des systèmes de traduction orale qui existent et qui sont disponibles pour la communauté, c'est ouvert, ou bien bon, il y a des plateformes qui nous permettent de pouvoir les utiliser, des plateformes, ou bien des systèmes de traduction orale. Bon, pas forcément le Wolof, même par exemple le français et l'anglais, s'il y a des possibilités. Par exemple, ça pourrait être utile pour mon cas de figure, vu que je ne comprends pas l'anglais. Par exemple, si je dois communiquer avec des gens qui sont à l'étranger, peut-être utiliser ce genre de système afin que ça puisse récupérer ma voix en français, afin de traduire ça en anglais, par exemple, pour l'envoyer à mes interlocuteurs et vice-versa. Voilà. Est-ce que ce système-là existe? Voilà. Pas forcément pour le Wolof, est-ce que ça existe pour l'anglais? Voilà. Ça, c'était une deuxième préoccupation. Pour la troisième, je pense que... Voilà, c'était en termes de données. Voilà. Quelle est la nature réellement de vos données d'entraînement? Parce que si on parle de ACR, bon, j'entends texte, j'entends audio. Oui. Mais réellement, je veux savoir la nature de votre dataset. Votre dataset est constitué uniquement de données audio, ou bien votre dataset est constitué uniquement de données textuelles, ou bien votre dataset est constitué du mélange des deux. Quelle est la nature de votre dataset? Voilà, réellement, je voulais savoir la nature réelle des datasets et comment donc les modèles vont engranger donc ces informations pour d'éventuels traitements. D'accord. Voilà, ça c'était la troisième. Bon, me permettez, il y a beaucoup de questions que j'avais notées. Voilà. Vous avez parlé aussi d'un modèle MS. MMS. Oui. Excusez-moi. Vous me recevez? Oui, je vous entends. Voilà, voilà. Vous avez parlé d'un modèle MMS qui est développé par Meta, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et vous avez dit que ça renferme 1100 langues déjà disponibles. Oui. Voilà, je voulais savoir réellement, est-ce que la langue Wolof est incluse ou pas? Vu qu'il y a des langues africaines qui sont dedans, est-ce que le Wolof en fait partie? Voilà. Ça aussi, ça c'était aussi une question. Peut-être
je revois les deux autres. Voilà, peut-être je vais essayer de poser une question pour les autres qui sont dans le chat. Peut-être qui ne sont pas dans le domaine. Voilà, je vais essayer de poser une question peut-être qui pourra faciliter la compréhension. Vous avez parlé d'inférence. Voilà, est-ce que, en termes plus simples, tu peux nous expliquer réellement c'est quoi l'inférence dans le cadre des ACR ou bien dans le cadre des modèles de traduction automatique? C'est quoi l'inférence dans l'entraînement de modèles, particulièrement dans votre cas de figure? Voilà, et maintenant la dernière question. Ça concerne votre travail. Vous vous êtes présentés, vous deux, comme étant donc des ingénieurs de recherche. Et si on parle donc de recherche, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter juste à ce qui existe. Donc, on doit commencer à travailler sur des projets donc, de proposition de nouvelles architectures, de nouvelles méthodes, de contributions, en tout cas, augmenter l'état de l'art donc, des systèmes existants. Même si on sait pour la langue Wolof, il y a beaucoup de limites. Voilà, donc ça ne doit pas être trop complexe normalement pour pouvoir amener une nouvelle contribution. Je voulais savoir, est-ce que dans vos travaux, dans les projets sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez amené des contributions réelles, voilà, dans le cadre donc des modèles ACR pour la langue Wolof et pour les langues à faible ressources? Est-ce que vous avez pu trouver donc des architectures, de nouvelles méthodes, voilà, en tout cas quelque chose du genre, en dehors du fine-tuning, ou bien en dehors donc de la reproduction des modèles existants? Est-ce que vous avez contribué donc sur la recherche scientifique, et particulièrement sur les langues à faible ressources, particulièrement pour la langue Wolof? Et pour finir, est-ce que vous avez, si c'est le cas, si vous avez contribué, est-ce que vous avez des articles qui sont publiés afin que nous, on puisse donc lire, afin de comprendre la démarche que vous avez suivie afin d'entraîner donc ces modèles? En tout cas, c'était les questions que j'avais notées. Je termine donc par vous remercier encore une fois de plus donc, pour la clarté donc, de votre présentation. En plus d'avoir accepté donc, de nous animer donc, cette session qui est très instructive et qui est pleinement donc, dans les activités de notre communauté. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Ibrahima, pour vos questions, aussi exhaustives mais aussi intéressantes. Donc, par rapport à la première question qui traite en fait de chatbot, bot vocal, TTS, en synthèse vocale, ou bien c'est quoi les liens aussi avec ChatGPT. Donc, par exemple, pour un chatbot ou bien un bot vocal, par exemple, pour un chatbot peut être un chatbot textuel. Tu échanges seulement avec, par exemple, l'IA de façon écrite. Donc, si c'est vocal, si c'est un bot vocal, c'est avec la voix qu'on échange avec l'IA. Donc, mais on peut avoir, par exemple, un chatbot ou bien un bot qui est comment dire, il y a un terme qu'on utilise, multimodal. Multimodal, ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser en fait, la modalité de la voix ou bien la modalité du texte. Donc, on peut utiliser ça en même temps. Nous, on a développé quelque chose qui utilise, par exemple, deux modalités, que ce soit la modalité textuelle, mais aussi la modalité vocale, et à travers lequel on peut converser avec la langue Wolof. On parle et après, ça fait tout le traitement derrière et après, ça sort en fait la réponse en Wolof. Et si on parle en français aussi, ça fait tout le traitement et ça sort la réponse en français. Et si on écrit en français, ça fait tout le traitement et ça sort l'écrit en français. Donc, dans le cadre de chatbot seulement, donc ça va dépendre en fait de ce que chatbot, ça va se baser peut-être immédiatement sur l'écrit. Dans le cadre de bot vocal, ça va se baser, bot vocal ou bien voice bot, comme le terme en anglais, ça va se baser sur en fait la voix. Pour les modèles de synthèse vocale, les modèles de TTS, normalement vous avez eu à entendre parler du modèle AYA qui a été développé par Concrete, ou bien du modèle AWA qui a été développé par Andakia, je pense. Donc, ces modèles-là, c'est des modèles qui, en fait, en entrée, prennent en fait du texte en Wolof, qui sont pris en entrée dans ces modèles-là et qui vont générer de la voix, que ça soit une voix robotique ou bien que ça va dépendre une voix féminine ou bien une voix masculine, selon en fait la voix avec laquelle le modèle a été développé. Donc, c'est là où on parle de modèles de synthèse vocale, des modèles qui prennent en entrée du texte et qui vont générer de la voix. Donc, quand les gens faisaient, il y avait la présentation du New Deal Technology et qu'ils faisaient en fait les tests,
il y avait AWA qui a été utilisé, l'IA AWA entre guillemets. Mais bon, ça va, ou bien le t-test AWA qui permettait juste en fait de vocaliser ce qui a été écrit. Donc c'est ça en fait les modèles de TTS. Pour le lien avec ChatGPT, par exemple, ChatGPT, ça c'est un LLM, c'est un large modèle de langage large qui utilise beaucoup plus en fait d'éléments, par exemple, que seulement les chatbots. Par exemple, un chatbot, c'est ça peut être un mini ChatGPT. Un mini ChatGPT. Parce que, par exemple, ChatGPT, dépendant en fait de la version qu'on utilise, on peut y mettre, par exemple, du texte, par exemple, un fichier PDF ou bien un fichier Word ou autre. On peut y mettre de la voix, que ça fasse le traitement derrière. Mais il y a le LLM qui est entraîné de façon, par exemple, le LLM est entraîné end-to-end, par exemple, de bout à bout. En fait, c'est pas séparé. Par exemple, il y a l'aspect qui traite la voix qui est entraîné à part, l'aspect qui traite en fait les textes qui est entraîné à part, mais c'est entraîné de bout à bout en fait. Donc ça permet en fait de faire le traitement. Si c'est du texte, ça fait le traitement immédiat. Si c'est si c'est de la voix ou bien par exemple une image ou autre, ça fait en fait le traitement immédiat. En fait, il faut faire la différence entre les modèles bout à bout, genre end-to-end, ou bien des modèles bout à bout, et les modèles en cascade. Parce que si c'est des modèles en cascade, il y a plusieurs modèles qui interviennent. Il y a le modèle, par exemple, dans le cadre d'un chatbot vocal multimodal. Il y a, par exemple, un modèle de reconnaissance vocale ASR qui est mis en premier. Après, il y a, par exemple, un modèle de texte qui est mis. En fait, l'entrée va être soit un modèle de langue, un modèle vocal ou bien un modèle de traduction. Donc, dépendant de ce que la personne entre en input. Après, il y aura un modèle de traduction si c'est la voix qui traduit en fait ce que la personne a dit en Wolof vers le français. Après, il y aura par exemple un modèle de langue. Le modèle de langue peut être, je ne sais pas si vous connaissez, il y a GPT-3, GPT-4, GPT-5, il y a GPT-5 qui est sorti récemment, qu'on peut utiliser. Il y a DeepSeek, il y a Llama, il y a d'autres modèles de langue qu'on peut utiliser. Mais derrière, il y aura une base de connaissances qu'il faudra construire pour permettre au bot de pouvoir répondre sur l'aspect qui a été posé. Et il y aura, si on va avoir une sortie audio, il y aura la traduction du français vers le Wolof et aussi il y aura la synthèse vocale derrière. Donc, c'est un ensemble de modèles qui sont intégrés dans le cadre des modèles en cascade, de la modélisation en cascade. Par contre, si c'est dans le cadre de la modélisation end-to-end, de bout à bout, en fait, tout le modèle est entraîné en même temps. Le modèle incorpore tout en même temps. Donc, c'est pas par module que ça a été entraîné. Donc, c'est la différence entre, par exemple, les chatbots vocales et peut-être et aussi le modèle de ChatGPT. Mais l'autre aspect, c'est qu'eux, ils ont beaucoup plus de ressources de calcul pour pouvoir mettre en place ces modèles-là. Parce que pour mettre un modèle tel que ChatGPT en utilisation, il faudrait au moins disposer d'un data center, des puissances de calcul assez robustes pour pouvoir gérer les aspects de connectivité. Si 1 million de personnes se connectent alors que tu n'as même pas un grand data center ou bien des ressources de calcul, dis-toi qu'en fait, le site va planter forcément. Donc, peut-être c'est une réponse par rapport au chatbot et le lien par rapport à ChatGPT. Mais on peut utiliser les outils de OpenAI, leurs API, pour pouvoir les intégrer dans les chatbots là qu'on crée. Donc, pour les systèmes de traduction orale, peut-être je vais venir sur, je ne sais pas, après avoir parlé des modèles de TTS, de synthèse vocale. Par exemple, tu voudrais parler avec une personne, toi tu es français, tu parles français, la personne parle anglais ou bien une autre langue. Mais tu veux converser avec la personne en parlant Wolof, en parlant français et que ça soit traduit de façon vocale dans l'autre langue ou bien de façon textuelle. Si c'est de façon vocale, c'est les modèles de speech to speech, par exemple, de voix à voix. Donc, ça permet que quand tu dis quelque chose en français, ça le dit en anglais. Si c'est dans les autres langues, ça existe. Par exemple, du français vers l'anglais, ça existe. Si tu essaies de voir le modèle Seamless, donc tu peux utiliser, en fait, avec ce modèle-là, on peut faire ce genre de travaux. Mais par rapport au Wolof, à nos langues, nous, c'est très difficile parce que du moment où, en fait, les modèles de speech to speech requièrent énormément de données en entraînement.
Et ça va dépendre de la façon dont tu vas entraîner en fait les modèles là. Ce sera soit un entraînement de bout à bout ou bien des entraînements séquentiels. Tu vas avoir un modèle de reconnaissance vocale ici, après un modèle de traduction ou bien un modèle de synthèse encore vocale de l'autre côté. Et ça requiert énormément de moyens et de données pour pouvoir faire ces genres d'entraînement là. Mais ça existe dans les autres langues, dans le cadre du français, anglais ou bien les langues bien dotées, dans les cadres des langues bien fournies. Mais pour les langues à faible ressource, c'est très difficile de voir ce genre de modèle-là. Mais les gens travaillent pour au moins concevoir ces données, c'est pour pouvoir concevoir aussi ces modèles-là. Pour le cadre, pour ce qui concerne en fait les données et la nature des données de ASR, pour par exemple un modèle de ASR, il faut avoir, par exemple, il faudrait savoir que en fait, les modèles sont construits, surtout les modèles supervisés sont construits. Il y a en fait les entrées et aussi il y a la sortie. La sortie de modèle, par exemple, pour les modèles ASR, la sortie de modèle est un texte. C'est un texte en fait qui est sorti. Que ça soit un texte en Wolof, que ça soit un texte en français. Mais l'entrée et la sortie sont de la même langue. Seulement, pour les modèles ASR, c'est une entrée vocale et la sortie textuelle. C'est comme quand vous faites, par exemple, une régression. Je ne sais pas si peut-être Ibrahim ou bien les autres, quand ils font une régression, il y a, par exemple, les paramètres qui sont en entrée et après, il y a, par exemple, il y a le Y qui doit être prédit. Donc, on a besoin, en fait, de ces X-là et aussi du Y dont on va utiliser pour pouvoir faire les entraînements. Donc, les X ou bien les paramètres d'entrée sont la voix, et les paramètres et les sorties sont en fait le texte. Donc, c'est pour le cas des modèles de reconnaissance vocale ou bien des modèles ASR. Si c'est pour les modèles de traduction, en fait, l'entrée et la sortie sont de la même nature. C'est d'une nature textuelle, mais seulement, en fait, la langue va être différente. Entrée en français, Wolof et sortie Wolof, ou bien entrée Wolof et sortie français. Donc, c'est pour ça, c'est la nature en fait des données. Donc, et on a besoin pour les modèles d'ASR, autant en fait, on ne peut pas concevoir un modèle ASR sans pour autant y mettre en fait ces aspects-là en fait de données entrées et données sorties. Donc, on a besoin des données audio et des données textuelles pour pouvoir faire l'alignement entre en fait ce qui est dit en voix et ce qui est transcrit en texte. Donc, pour ce qui est du modèle de MMS Meta, le modèle MMS Meta inclut le Wolof. Je ne sais pas, vous savez tous que, en fait, par exemple, Facebook, mais aussi Instagram, mais principalement, je vais utiliser, WhatsApp. Donc, engage énormément de données. Les vocaux qu'on s'envoie entre nous et tout là, ça engage énormément de données. Et ces données-là sont sauvegardées dans les serveurs de Facebook. Facebook va faire usage de ces données forcément. Mais bon, ce n'est pas quelque chose d'officiel que je vais dire. Mais bon, ces données-là seront utilisées forcément par Facebook pour pouvoir au moins servir base d'entraînement de leur modèle. Vu que Facebook est présent partout, donc ils peuvent enregistrer ou bien engager des données vocaux de partout ailleurs. Et faire le travail nécessaire pour pouvoir au moins faire le nettoyage des données et utiliser dans le cadre de l'entraînement de leur modèle. Donc, par exemple, ce qu'on dit souvent, en fait, quand le produit est gratuit, sache que c'est toi le produit. Quand le produit c'est gratuit, sache que c'est toi le produit. Donc, dans ce cadre de figure, les audios que nous générons ou bien nous envoyons sur Facebook sont aussi traités à leur niveau pour pouvoir être utilisés dans le cadre de l'IA à leur niveau. Ah, c'est ça, je comprends parce que, en fait, et c'est par rapport à l'utilisation des données, est-ce qu'ils ont le droit ou non. Mais sachez qu'en fait, quand vous utilisez Facebook, il y a déjà une condition d'utilisation qui est mise et vous acceptez ça sans pour autant lire entièrement ce qui est mis dans la condition d'utilisation parce qu'en fait, c'est très long et on a tendance à ne pas tout le temps utiliser ça. Je vais un peu synthétiser pour pouvoir au moins laisser la parole à Boubacar et pour pouvoir terminer. Et quand je parlais d'inférence, en fait, on utilise souvent ce terme pour pouvoir faire en fait de la prédiction directe. On a déjà créé un modèle, on a déjà entraîné un modèle, après on appelle le modèle. Mais quand, par exemple, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure sur Nangadef en Wolof, et qu'on veut faire la prédiction en français, la traduction en français,
c'est ça qu'on appelle inférence. Tu entres cet aspect-là, par exemple, en Wolof, et qu'après, derrière, le modèle prédit, en fait, comment vas-tu en français. Donc, souvent, quand on utilise inférence, c'est ces termes, en fait, techniques qu'on utilise souvent. Et, par exemple, pour utiliser, si on veut utiliser le modèle dans le cadre d'un chatbot et tout là, donc à chaque fois, en fait, le bot fait de l'inférence quand il y a une nouvelle donnée. Quand il y a une nouvelle donnée, ou bien une nouvelle entrée, le bot fait de l'inférence. Donc, c'est par rapport à ça. Pour le projet ASR dans lequel nous travaillons, parce que en fait, ce qu'on fait en premier lieu, c'est dans le cadre de notre travail, par exemple, nous, on a conçu une architecture en cascade où il y a un modèle ASR, puis il y a un modèle de traduction. Par la suite, il y a un RAG et une base de connaissances qui sont là-bas. Après, il y a un modèle de traduction aussi du français vers le wolof, et après, il y a un modèle de synthèse vocale. Donc, c'est des modèles qui ont été entraînés à part. Donc, les modèles sont perfectibles. La différence, par exemple, quand on a un modèle bout à bout ou bien un modèle end-to-end vis-à-vis des modèles ou bien vis-à-vis pas modèle end-to-end, mais bon, des architectures end-to-end bout à bout vis-à-vis des architectures en cascade, c'est que pour améliorer en fait un modèle end-to-end, il faut réentraîner tout le modèle de bout à bout. Alors que pour les modèles, pour les architectures en cascade, tu n'as pas besoin d'entraîner tous les modèles. Par exemple, si le modèle de traduction du français vers le wolof est défectueux ou bien n'est pas assez de qualité, donc ce que tu fais, tu entraînes un nouveau modèle de traduction ou bien le même modèle de traduction, mais que ça soit beaucoup plus perfectible, beaucoup plus précis, et après tu enlèves juste le modèle de traduction que tu avais mis auparavant, et après tu mets le nouveau modèle de traduction. Donc ça permet en fait de pouvoir améliorer sans pour autant changer toute l'architecture. Tu as juste besoin en fait de les travailler suivant aussi la disponibilité de tes données à part, et après tu fais juste une intégration de ça. Si c'était en fait un modèle les architectures de bout à bout, ça va être très difficile. C'est pourquoi pour le moment, jusqu'à maintenant, on peut pas, c'est très difficile de concevoir quelque chose comme à notre niveau, de concevoir quelque chose comme OpenAI ou bien ChatGPT, parce que les ressources que ça nécessite, on n'a pas encore toutes ces ressources-là. Mais nous, dans notre cadre de figure, c'est qu'on s'est basé sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est basé sur les modèles les modèles existants, mais aussi on s'est basé sur en fait les données dont on dispose à notre niveau. On n'a pas encore en fait touché l'aspect des architectures, en fait comment utiliser par exemple une nouvelle architecture, apporter un plus, parce que ça c'est une nouvelle phase dans laquelle il faut entrer. On utilise les modèles open source d'abord. Après, suivant les modèles qui sont open source, on y met nos données. On entraîne ou bien on fine-tune via nos données pour voir est-ce qu'il y a une évolution. S'il y a une évolution, ça peut être utilisé parce que ça va servir en fait de base d'articles et de benchmarking vis-à-vis du modèle auparavant qui a été utilisé. Et après ça, s'il n'y a pas une possibilité d'évolution par rapport à ces modèles qui ont été fine-tunés ou bien entraînés, il faut songer à concevoir en fait une architecture. Parce que aussi, il ne faudrait pas savoir, en Afrique, nos langues ne sont pas standardisées. C'est très peu de langues qu'on voit avec il y a un style d'écriture qui est normalisé. Par exemple, pour le Wolof, on l'écrit souvent avec l'alphabet latin. Alors que pour d'autres moi j'ai eu à travailler dans le cadre du Wolof en utilisant le phonétique, l'alphabet phonétique. Et ça représente beaucoup plus le son que beaucoup plus le son que quand on utilise en fait l'alphabet latin. Donc, il faut voir ces aspects-là pour pouvoir au moins concevoir ces modèles. Ça requiert énormément de travail derrière, mais nous, à notre niveau, on s'est juste basé sur en fait des modèles existants, mais après, comment trouver des modèles qui sont beaucoup plus performants en procédant soit à des entraînements ou bien à des fine-tuning de modèles. J'espère que j'ai pas trop été long. On travaille sur un article actuellement avec Boubacar sur la base des travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci. Merci Ibrahim pour
questions. Je pense que c'était un marathon de questions là. Voilà, mais merci pour la clarté aussi, la précision des réponses pour la part de M. Dieye. Voilà. Bon, peut-être avant de donner à M. Diallo, il y a une question que j'ai vue sur le chat venant de Eden Olfson. Voilà, bon, il l'a écrit en anglais. Je ne sais pas si on va essayer de le traduire avec M. Jean ou bien vous pouvez, je ne sais pas si Ok, non, je comprends. C'est mesure de voir la plus question. exact. Mais bon, ce qu'il voulait dire sur cette question-là, bon, en utilisant l'approche que vous avez décrite, Mhm. you describe all you. Voilà, et serait-il possible d'affiner un modèle Mhm. ACR Olof pour les ressources gratuites de code Google Colab? Yes. Par exemple, avec 2 gigas de mes propres données Wolof, où serait au-delà de leur limite d'utilisation. Bon, je pense que ça Non, je comprends. Oui, je comprends. on peut le dire ça en français. Bon. Je comprends ce qu'il dit, en fait. On est plus, parce qu'en fait, l'IA est beaucoup plus utilisée enseignant en anglais qu'en Wolof, donc on était un peu obligé. Donc, en fait, parce que on peut utiliser avec les ressources dont on a sur Colab, on peut faire un fine-tuning avec, par exemple, 2 gigas de données. Par exemple, avec ses propres données, en fait. Par exemple, ce que Colab nous offre, c'est, je pense, le T4. Colab nous offre le T4 gratuitement. Qu'on peut utiliser. Ça dépend en fait de aussi si on paye avec, il y a d'autres versions, soit c'est $49 ou bien $9, je ne sais pas, pour utiliser d'autres ressources de calcul. Pour la version gratuite de Colab, on peut faire un entraînement, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'en fait, déjà, il faut gérer l'aspect que Colab, si tu ne l'utilises pas ou bien si tu ne tournes pas en fait le curseur, tu laisses comme ça pendant un long moment, après ça va s'arrêter. Le nombre va s'arrêter. Donc, il y a cet aspect qu'il faut gérer par rapport au nombre. Que ça soit, par exemple, que il y ait une activité sur, par exemple, sur la page. C'est pas encore le cas. Mais aussi, il faut faire une optimisation par rapport à l'utilisation des données parce qu'il y a presque vers 100 gigas qu'on nous offre d'espace sur Colab. Et ces 100 gigas-là, si par exemple tu fais plusieurs itérations et que tu ne vides pas la mémoire derrière, en fait, à dépasser en fait la limite des 100 gigas là, la machine peut crasher. Donc l'entraînement s'arrête immédiatement. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'utiliser par exemple le T4, optimiser en fait le code de sorte que de 1, on puisse faire des sauvegardes, des checkpoints pour pouvoir en fait après une itération ou bien après avoir terminé, faire une évaluation, après avoir fait une évaluation sur les données, que le modèle soit sauvegardé de 1. Donc, ça va permettre, même si en fait l'entraînement s'arrête, après de pouvoir se baser sur le checkpoint qui a été sauvegardé pour continuer l'entraînement avec les données. De l'autre côté, c'est de pouvoir en fait vider la mémoire, derrière pour pouvoir au moins allouer cette mémoire-là pour poursuivre en fait l'entraînement. Parce que sinon, avec Google Colab seulement, c'est très difficile. Ça dépend en fait des modèles. Parce que si les modèles ASR et les modèles de traduction et autres là, c'est les modèles en fait de deep learning et autres, ça va ou bien NLP, ça va requérir énormément de mémoire. Mais ça va être très difficile cependant. Mais c'est toujours possible. Voilà, d'accord. Merci. Je pense que Eden a eu la satisfaction de sa réponse. Voilà. On va donner la main à M. Diallo. Merci là. D'accord. Mais bon, on est un peu contraint. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je le pose maintenant ou j'attends la fin de la démo peut-être. Juste. Non, c'est là, tu peux poser ta question. Ok, d'accord. Ouais, alors la première question, c'est un peu dans le même sillage que Ibrahim Ndao. C'est un peu la continuité de l'état de l'art et en fait le contexte du projet.
Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal d'initiatives sur tout ce qui est ASR, TTS, etc., dans nos langues nationales, dans un effort de valorisation. Oui, ma question c'est, dans quelle mesure vous avez réutilisé les travaux antérieurs et par conséquent, dans quelle mesure vos travaux seront réutilisables. Donc aujourd'hui, vous avez utilisé des données à votre disposition. Est-ce que vous avez fait de l'annotation en plus? Est-ce que vous êtes fait, par exemple, bon, il y a plusieurs organisations aujourd'hui, par exemple, qui bossent sur le Wolof. Il y a des gens qui ont des datasets. Est-ce que vous avez contacté certaines personnes, comme par exemple, bon, il y a des groupes sur Facebook ou l'organisation au niveau de l'IFAN qui justement travaille sur les langues. Voilà. Comment vous êtes organisé en fait pour vraiment réutiliser ce qui existe et rentrer en contact avec les gens qui bossent sur la langue. Donc, autre remarque, c'est qu'aujourd'hui, moi, le Wolof, il est assez codifié, hein, même si il y a des gens qui écrivent comme ils peuvent, mais il y a quand même des décrets qui disent qu'il faut écrire comme ça le Wolof. Et aujourd'hui, tous les travaux en MLP, je pense, doivent suivre cette codification-là. Donc, la troisième question, peut-être, c'est l'objectif, le contexte du projet, à la base, c'était de fournir de l'ASR pour permettre aux gens d'utiliser des services numériques. Donc, j'imagine des services numériques. Aujourd'hui, vos travaux, comment on va les intégrer avec ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que ce sera, j'utilise cet ASR-là dans une application ou je vais me rapprocher des services de l'État pour voir comment on va intégrer notre solution avec ce qu'ils ont. Voilà, c'est un peu les perspectives par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour vraiment avoir un truc qui est utilisable à l'échelle nationale, quoi. Pour finir, donc la question, donc moi je ne suis pas très technique, hein, mais c'est juste pour savoir, aujourd'hui la présentation c'est sur le Wolof, mais pour les autres langues, est-ce que quand je prends votre processus ou votre pipeline, est-ce que c'est vraiment réutilisable sans trop d'efforts? Est-ce que voilà, dans quelle mesure on peut réutiliser ça pour les autres langues nationales? Voilà, je m'arrête là, merci. D'accord. Donc, pour le pipeline, je pense que ça a été conçu de sorte qu'on peut réutiliser, en fait, selon les autres langues. Ça va dépendre, ça va juste se baser sur, en fait, la conception du dataset. Le dataset qui va être, par exemple, conçu va être conforme, par exemple, au dataset qui a été conçu en Wolof. Qu'on ait des audios, par exemple, en serreur, et après, en fait, les transcriptions en serreur. Si on a ça, le pipeline, c'est pas un problème. On fait juste de l'ingestion en fait des données dans le pipeline et après le tour est joué. Donc ça règle ça. Par rapport à l'utilisation, par exemple, des modèles, parce que pas seulement des modèles, mais bon, la conception de données, parce que j'ai eu à être à un atelier où on travaillait dans le cadre de comment avoir de la donnée, de la data, pour pouvoir faire en fait concevoir un LLM ou bien des LLM au niveau national. Et là, des efforts sont en train d'être faits. Seulement, en fait, la collaboration autour de la data n'est pas ce que les gens pensent, parce que les gens sont très soucieux en fait de partager leurs données. Ils ne veulent pas partager le plus souvent leurs données, à moins qu'il y ait par exemple une convention qui est faite derrière, mais bon, avec tellement de clauses où à la limite, en fait, tu ne veux même plus utiliser les données parce que ça va nécessiter énormément d'efforts. Par contre, ce que d'autres font, c'est de faire leur collecte à leur niveau, et de pouvoir travailler après sur les données qu'ils ont, par exemple, collectées. Mais bon, pour ces données-là, par exemple, les données qu'ils ont collectées, par exemple, moi, j'ai travaillé sur ça. On avait fait appel au CLAD, mais ce n'est pas dans le cadre de ce projet-là. Le CLAD, c'est au niveau de l'IFAN. Le centre des langues, là, j'ai oublié la signification, mais on a eu à demander au CLAD pour que le CLAD puisse faire, en fait, la transcription des audios. Ça a requis énormément, en fait, de temps pour pouvoir faire la transcription des audios parce que beaucoup de gens les sollicitent pour ça. Mais quand même, après, ils avaient fait le taf. Et que nous, sur quoi on a travaillé, c'était
en utilisant même l'alphabet phonétique en fait. On avait utilisé l'alphabet phonétique pour pouvoir faire en fait ces transcriptions-là, parce qu'on s'est rendu compte que en utilisant l'alphabet grec ou bien latin de façon générale, en fait, on n'a pas réellement ce qu'on veut en termes de sons qui ont été transcrits, parce que le Wolof est une langue avec beaucoup de variantes et beaucoup de dissonances au niveau des sons et tout. On parle bien de l'IPA, Donc, hein? L'IPA, ouais. Quand tu dis alphabet phonétique, tu fais référence à l'IPA, c'est ça? Effectivement, oui. International Phonetic Alphabet. Ok, ouais, ok. Effectivement, ça a été conçu avec, en se basant sur l'IPA pour au moins générer ces datasets-là. Je ne sais pas si, en fait, c'était quoi l'autre question? L'autre question, par rapport aux perspectives, enfin, la suite, quoi. Déjà, comment ça s'utilise dans les services réels et dans quelle mesure vos travaux seront utilisables? C'est-à-dire que, par exemple, vos données, est-ce que vous allez les partager, etc. Voilà, les perspectives, quoi. Oui, en fait, parce que l'objectif, par exemple, de notre travail, c'est de pouvoir produire au moins un article scientifique, un livrable peut-être écrit, scientifique, mais aussi, en fait, un livrable technique. Un livrable technique, par exemple, le développement du chatbot sera utilisé. Nous, on a eu à faire les tests par rapport au chatbot pour lancer quelque chose. Et pour pouvoir au moins améliorer, en fait, ces aspects-là. Mais le chatbot va être rendu public après. Mais on ne peut pas rendre public un chatbot qui n'est pas encore, par exemple, ou bien l'aval de rendre public, ça n'est pas encore donné. Et qu'il y a, par exemple, quelque chose à améliorer. L'autre aspect, c'est qu'en fait, par exemple, pour l'utilisation des modèles dont vous parlez tout à l'heure, par exemple, les modèles peuvent être utilisés dans les services vocaux. Les modèles peuvent être utilisés dans les services vocaux. Par exemple, l'architecture du chatbot qu'on a eu à concevoir, si on le mettait au niveau du service client Orange, ça peut, par exemple, la personne peut appeler, penser qu'elle parle avec une personne qui est là-bas, alors qu'il parle avec le robot. C'est le robot qui fait tout le taf derrière, toute la recherche, mais alors qu'en fait, la base de connaissances a été déjà construite autour des réponses éventuelles que la personne ou bien l'appelant souhaiterait avoir. Donc, en fait, si on aura fini en fait les travaux et l'article va être rendu public forcément. Et dépendant des droits sur les modèles et autres là, s'il y a un besoin d'utilisation et que c'est rendu public, ok. Si c'est pas par exemple gratuit aussi, c'est des demandes qui seront faites auprès des personnes ressources pour ça. Mais c'est utilisable à tous les niveaux. Ok. Ok, très bien. Ben, merci, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Pour donner la parole à Boubacar. Je pense que les questions étaient vraiment intéressantes. Et j'ai l'impression qu'on est devant une audience technique. Hein? Mais c'est bien et c'était vraiment intéressant. Alors, on va donner la main à Boubacar Diallo. Bon, avant ça, on va remercier M. El Mamoudji et de peut-être que vous essayez de l'accompagner avec des applaudissements. Merci, monsieur Dié. Voilà, donc merci pour le standing ovation. Et on va donner aussi la main à Boubacar Diallo. Merci. Boubacar, vous pouvez prendre. Ok, merci Babacar. Merci Jay pour la présentation. Je pense que c'est assez clair, même concernant la démo. Non, moi, je dois juste